Aujourd'hui, nous allons examiner les objectifs du développement des armes et de la marine. Je tiens tout d'abord à remercier les soldats et les officiers qui sont en première ligne. Ils sont en service, ils sont courageux et ils prennent des risques pour défendre leurs camarades. Bien évidemment, aujourd'hui, nous devons respecter une minute de silence pour tous ceux qui sont morts pour la patrie. Merci. Chers membres du Collégium, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, contre la Russie, le potentiel militaire et les capacités militaires pratiquement de tous les pays de l'OTAN sont utilisés. Mais néanmoins, nos sergents, nos soldats, nos officiers se battent pour la Russie de façon vaillante, courageuse et de façon confiante. Pas à pas, ils remplissent leurs devoirs et les missions. Et ces missions seront remplies sans aucun doute sur tous les territoires de la Fédération de Russie, y compris sur les nouveaux territoires de la Fédération de Russie. Nous allons protéger et renforcer la sécurité de nos citoyens. Les capacités de nos forces armées augmentent de façon permanente et tous les jours. Et ce processus, sans aucun doute, continuera. Je tiens à nouveau à remercier tous ceux qui sont en service et qui remplissent leurs devoirs. Grâce aux troupes aéroportées, au personnel des divisions des chars, aux spécialistes de l'arrière du front, du personnel de la garde, je sais que vous vous battez vaillamment. Ce ne sont pas uniquement des paroles. Nous nous souvenons des guerres de 1812, de la Grande Guerre patriotique. Surtout, le personnel médical prend des risques pour pouvoir protéger leurs camarades. Le personnel du génie militaire est également mobilisé et pour aider à reconstruire les infrastructures. Ensemble, les missions de combat nous ont montré les domaines qui méritent d'être réexaminés. La communication, l'automatisation, également le domaine stratégique, tactique. C'est une expérience de combat, de guerre qu'il va falloir utiliser et mettre à profit à l'avenir pour pouvoir développer et renforcer nos forces armées. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour pouvoir perfectionner nos forces armées. Donc, je tiens à attirer votre attention tout d'abord sur les choses suivantes. Toutes les informations sur les capacités de l'OTAN, sur les moyens qui sont utilisés lors de l'opération militaire spéciale, ces données sont connues. Et tout cela, vous le savez. Donc, ces données doivent être analysées de façon méticuleuse. Ces données doivent être utilisées pour pouvoir construire nos forces armées, pour pouvoir renforcer notre capacité de combat. Cette expérience considérable de combat a été gagnée par nos troupes lors de cette opération militaire spéciale. L'objectif et la mission de l'État-major général est d'analyser ce retour d'expérience et de préparer davantage les forces armées et pour pouvoir livrer les équipements supplémentaires. Grâce à l'expérience de combat en série, cette expérience de combat en série, d'ailleurs, doit
être le fondement, notamment de la préparation et de l'entraînement de nos troupes. Les sergents, les officiers, les sous-officiers qui se sont battus vaillamment doivent être récompensés en conséquence. Deuxièmement, j'attire l'attention du gouvernement, du ministère de la Défense et d'autres administrations sur le fait qu'il est important de coordonner les activités et les efforts entre les entités dans le cadre du Conseil de coordination, y compris avec les représentants de l'industrie de la défense. Je tiens d'ailleurs à remercier tout ce personnel parce qu'ils sont toujours mobilisés et j'ose espérer que les équipements militaires correspondront à nos attentes. Perfectionnement des technologies de l'équipement. Et en règle générale, il est important de coopérer et de coordonner le travail entre les spécialistes de tous les domaines, les techniciens, les scientifiques, les représentants de l'industrie voient l'importance de cette coordination, notamment pour mettre sur pied les équipements performants. Il est donc important de se mobiliser pour pouvoir remplir les missions perspectives, notamment en ce qui concerne ravitaillement, approvisionnement de nos troupes. Troisièmement, nous allons continuer à renforcer la capacité de combat de nos forces nucléaires, de la triade nucléaire. Cette année, le niveau de la préparation nouvelle et du réarmement de ces forces a atteint plus de 90%. Prochainement, nous allons envoyer les missiles intercontinentaux Sarmat en dotation dans nos forces armées. Et les systèmes YARS vont continuer à être envoyés dans les forces armées de la Fédération de Russie. Ce sont les systèmes qui n'ont pas d'équivalent dans le monde entier, notamment des systèmes hypersoniques. La frégate amiral Gorchkov sera également dotée d'armes, notamment des systèmes Zircon, qui n'a aucun équivalent dans le monde entier. Et les nouveaux armements seront en dotation des troupes des forces armées de la Fédération de Russie. Nous allons donc remplir toutes nos missions. Nous allons également renforcer les capacités de nos avions de chasse dans les zones de combat. Nous allons renforcer les capacités des drones d'attaque et stratégiques. L'expérience de l'opération militaire spéciale a montré que l'utilisation des drones est une utilisation de masse partout et donc les bataillons des divisions doivent en être dotés. Il est extrêmement important de communiquer rapidement en temps réel pour pouvoir tenir informés les bataillons de l'évolution sur le terrain. Il est important de protéger les canaux de communication entre nos unités donc, chaque soldat, chaque combattant doit avoir accès à ces canaux de communication et aux informations de messages et aux informations envoyées par des drones. Donc, je tiens à attirer votre attention sur l'importance du rééquipement en ce sens du personnel militaire. Nous savons que le combat ne
sous-estime jamais les détails. Et donc, je sais que l'état-major général le sait, mais par contre, les médicaments, les vêtements, tous les équipements doivent être modernes et doivent être fournis. L'équipement de vision nocturne, les fusils d'élite doivent être conformes aux standards. Je le répète, tout doit être confortable, tout doit être moderne et fiable. Et tout doit être mis à jour. Si jamais les règlements ne sont plus à jour, il faut réexaminer ces règlements. Donc, je me tourne vers les commandants qui sont présents dans cette salle. Nous n'avons aucune limite en matière de financement. L'État, le gouvernement fournit tout ce que l'armée demande. Et j'espère que les demandes seront formulées correctement et que les résultats escomptés seront atteints. En ce qui concerne les drones, je tiens à remarquer que nous avons d'excellents équipements sous-marins, des drones sous-marins. Donc, il faut utiliser toute la gamme des drones et aériens et maritimes sous-marins également, avec les capacités et les caractéristiques et les performances les plus avancées. En règle générale, nous devrions examiner la possibilité d'élargir les capacités de nos forces de frappe. Cinquièmement, il faut perfectionner nos canaux de communication pour pouvoir mener les combats dans toutes les conditions. Et donc, tous les niveaux décisionnels doivent coordonner leurs activités. Donc, les missions doivent être exécutées rapidement et pratiquement automatiquement. Ensuite, la mobilisation partielle a démontré un certain nombre de faiblesses. Vous n'êtes pas sans savoir. Donc, vous savez que les mesures nécessaires sont en train d'être prises, mais il faut en tenir compte et donc réagir de façon moderne, contemporaine. Il faut donc moderniser le système des commissariats, des centres de recrutement. Donc, il est important de coordonner les efforts avec les autorités régionales, territoriales. Et il faut également coopérer avec l'industrie de la défense. Il faut renforcer les capacités de stockage pour aider les missions de déploiement militaire. Nous savons que 300 000 personnes ont été mobilisées lors de la dernière mobilisation partielle. Donc, une partie a été déjà déployée, 150 000 suivent l'entraînement. Donc, c'est une réserve suffisante. C'est une réserve stratégique qui n'est pas déployée maintenant, mais les soldats se préparent. Chers collègues, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires qui envoient notamment les messages de soutien, envoient les équipements, les vêtements notamment. Je tiens à remercier la population entière d'avoir soutenu cet effort. Je demande au ministère de la Défense de soutenir les initiatives de la société civile. Je sais qu'il peut y avoir des difficultés lorsqu'il s'agit de la tâche d'une telle envergure, mais il est aussi important de chercher les solutions lorsqu'il y a des problèmes à résoudre. Nous savons que notre force a toujours résidé en l'unité entre la population, le peuple et les forces armées. La parole est à vous. Je vous remercie de votre attention. Très riche, voilà.
Retour sur cette intervention très attendue. Ça discute d'ailleurs sur ce plateau. On va revenir bien évidemment sur cette allocution attendue devant 15 000 militaires. C'est une allocution qui était prévue d'ailleurs en visio. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle n'était pas. Il y avait une salle pleine. Il y avait également autour du président, et on le voit Magali, un revenant, des revenants autour de Poutine. C'est un signe également. Alors Shoigu, on l'a vu, le ministre de la Défense qu'on voit là à l'antenne, on l'a vu ces derniers temps, puisqu'on l'a vu notamment dans un hélicoptère en train, alors d'inspecter, survoler la ligne de front. En réalité, ce n'était pas la ligne de front, mais celui qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est celui qui est à côté, c'est Gerasimov, c'est donc le chef d'état-major russe. Et là, on voit un Vladimir Poutine qui est entouré, en effet, face à ces hauts gradés de l'armée russe, de ses deux bras droits, des deux autorités militaires les plus hautes. Et donc, c'est vraiment pour aussi afficher ce message qu'ils ont toute leur confiance. Et le discours de Vladimir Poutine, je trouve, indique vraiment une reprise en main, d'ailleurs, du Kremlin. Vous allez voir ce que vous allez voir, on a l'impression. En fait, il prépare l'idée que la guerre va durer, mais qu'il en a sous le coude, en fait. Et qu'il va pouvoir, et qu'il a les moyens de renforcer son armée, qu'il a les moyens que son industrie de défense a les moyens de faire plus, qu'il est capable d'aligner un certain nombre d'hommes, même s'il le reconnaît. Il y a eu des échecs dans la mobilisation partielle, mais il y a bien 300 000 mobilisés, 150 000 qui se tiennent prêts, qui sont encore à l'entraînement, mais qui se tiennent prêts. Donc ça annonce quand même l'idée que, en effet, cette contre-offensive dont parlent et dont s'inquiètent beaucoup les Ukrainiens, Vladimir Poutine, en tous les cas, est en train de se donner les moyens, tout en insistant, et vous l'aurez remarqué aussi, sur le renforcement des capacités nucléaires. Ça bien aussi, c'est indiqué. Et ça fait partie maintenant. Il veut même d'ailleurs les y est habitué. On va y revenir un peu partout. Depuis 10 mois, à ce que, en effet, il gonfle les muscles en disant que là aussi, le nucléaire, c'est un véritable message, évidemment, adressé à l'OTAN et aux États-Unis, où se trouve Zelensky. Colonel, ils en ont encore sous le coude, les Russes ? Oui, alors c'est une grande armée qui ne correspond pas du tout à nos armées échantillonnaires depuis les dividendes de la paix de 1992, voilà, que nos hommes politiques ont déclaré, donc qui sont soldés. Moi, j'en ai été pendant 40 ans l'acteur. On a vu nos régiments diminuer en nombre, nos capacités diminuer, nos casernes diminuer, la fin du service national. Voilà, les Russes étaient en train de se convertir en armée professionnelle, mais avec un peu comme nous on l'était au début des années 90, avec une forte partie encore de conscrits qui n'agit pas d'ailleurs au Donbass, et une partie de volontaires. Ensuite, au plan des capacités matérielles, ce que j'ai relevé, effectivement, comme l'a souligné Magali, donc c'est les affaires de Sarmat. Sarmat, c'est un missile nucléaire avec beaucoup de capacités qui est capable de détruire. Il a une portée de 7500 km. Il peut être lancé de n'importe où. Et donc ça, c'est un langage vis-à-vis de l'OTAN et surtout vis-à-vis des États-Unis. N'allez pas trop loin. N'allez pas à Sébastopol. Parce qu'il l'a livré aux forces armées. Parce que ça voulait dire qu'avant, Sarmat était encore à l'étude. Et c'est lui qui doit remplacer les SS-18 Satan. Donc déjà... Le nom en dit long, voilà. Et donc, il est pire que Satan, si vous voulez, Sarmat. Donc, c'est encore un outil qui était à l'essai dans le domaine de l'industrie. Et là, il va le livrer aux forces armées. Ça veut dire qu'il va devenir opérationnel. Alors, il a parlé également en ce des Zircons, voilà, du nucléaire, également pour des frégates. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est mettre du nucléaire un peu partout Comment vous avez déjà trouvé ce discours? Parce qu'on fait un parallèle dans la journée avec le voyage de Zelensky et le côté Zelensky chef de guerre. Vous l'avez vu d'ailleurs, il a pris l'avion, il était encore habillé en chef de guerre. Donc on verra ce soir devant le Congrès. Et là, Poutine, c'est un chef de guerre ou c'est un président? Alors Poutine, il est un peu comme, je ne vais pas faire de comparaison, c'est l'ancien militaire en fait qui parle, l'ancien lieutenant-colonel. On dit toujours qu'il est des services secrets, mais il était militaire. Les services secrets appartenaient à l'armée. Pour moi, il fait ce qu'on appelle le retour d'expérience de 10 mois de guerre, retour d'expérience militaire. Dans ce qu'il dit, il n'y a pas d'affect. Bon, il remercie les soldats, c'est bien le moins qu'ils puissent faire, avec 1 minute de silence, qui est un réflexe d'ailleurs patriotique, et ce qui va d'ailleurs chez les soldats
c'est quelque chose qui porte, en dehors de l'aspect cérémonial. C'est un président chef de guerre en civil pour montrer qu'il est président. C'est un peu comme Nasser vis-à-vis d'Amer, comme je vous l'avais dit sur un précédent plateau. Nasser est un ancien militaire, mais il a voulu c'est-à-dire que Poutine, il a tous les leviers en main. Il a les services secrets, la diplomatie, l'armée n'est qu'un de ses leviers. Donc les armées ne sont qu'un... Là, il leur... comme on dit un peu familièrement, il leur remonte les bretelles, un peu. Vous avez senti ça? Voilà, il leur dit, bon, il y a eu quand même des manquements, notamment lors de la mobilisation. Il y a eu des faiblesses. Il y a eu des faiblesses, voilà. Et des manques de coordination. Voilà, manque de coordination. Donc, ce qui veut dire en langage militaire que vous n'avez pas été bon, parce que le travail d'un chef, quelque part, quels que soient les niveaux, notamment des grands chefs qui sont présents, c'est de coordonner un minimum les choses sur le terrain. Voilà, donc non, pour moi, c'est il fait le retour d'expérience de 10 mois pour ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Thierry Volton. Oui, ce qui me frappe dans ce discours, c'est que la reconnaissance de ce qui n'a pas été fait et des erreurs qui ont été faites, et c'est la première fois qu'on le voit systématiquement, parce qu'il propose de changer les choses au niveau, vous l'avez dit, de la coordination. Donc ça veut dire que dans les différents corps d'armée, il n'y a pas de coordination. Il l'a dit aussi au niveau de la communication sur le terrain. Donc ça veut dire que la communication est très mauvaise. Il l'a dit sur les équipements. Donc ça veut dire que les vêtements doivent être fournis, les armes, etc. Et il l'a dit sur la mobilisation de la population, même s'il reconnaît que ça a été relativement un succès, mais quand même qu'il faut revoir un peu tout ce système. Donc, finalement, il remonte un peu les bretelles, j'entends bien, de son armée, c'est clair. Il reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Je ne suis pas sûr, connaissant, moi, le système russe aujourd'hui tel qu'il est, avec tout ce que ça représente, la corruption, les intérêts différents, les lourdeurs bureaucratiques gigantesques, je ne suis pas sûr qu'il suffira la parole de M. Poutine pour régler tous ces problèmes qui sont apparemment des problèmes assez profonds et qui expliquent d'ailleurs en partie la déculottée, excusez-moi d'employer ce mot-là, qu'ils ont pris dans les premiers mois de la guerre. Yves Rodillon, ce qui est intéressant quand on écoute Poutine, c'est, et on va en écouter quelques extraits d'ailleurs, c'est le côté un peu il y a qu'à faucon, on renforce tout et tout de suite. Il y a un peu ce côté j'ai dit, il faut faire. C'est assez régulier chez lui où il dit voilà, on va faire, ça va se faire donc. Alors effectivement, il y a un point qui est important dans son discours, c'est quand il dit financement illimité, quoi, du quoi qu'il en coûte en quelque sorte. Il n'y aura pas de limite, quitte à ce que ça fasse une inflation de fou. Donc ça veut dire on va jusqu'au bout. Alors par contre, sur le plan des détails, il n'en a pas donné énormément, à part les drones, notamment, y compris des drones sous-marins qui m'interrogent parce que l'Ukraine n'a pas vraiment une marine, mais enfin, toujours est-il qu'il met l'accent là-dessus. Et puis, surtout, il met aussi l'accent sur le nucléaire. Alors ça, c'est un message politique aux États-Unis, mais qui finalement est assez classique. Il l'a déjà fait plusieurs fois, puisqu'on sait que l'arsenal nucléaire des deux pays est à peu près invincible, en quelque sorte. Donc là, sur le plan opérationnel, il met l'accent sur coordination, sous-entendu, effectivement, c'était pas parfait, il faut travailler là-dessus. Les drones d'observation, et puis, bon, l'équipement, dont on sait que c'est un point faible un peu de l'armée russe depuis 10 mois. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de développement sur de nouveaux systèmes d'armes, de nouveaux mobilisations. Au passage, quand même, quand il dit « notre capacité augmente sans arrêt », il a quand même perdu la moitié de ses chars modernes opérationnels. Donc, il y a quand même un souci là-dessus. Non, il n'a pas perdu. Il a perdu aucun T-14. Non, mais... Il a pas livré. Il a mis des T-72, il a mis des vieux chars. En fait, il faut savoir ce qui s'est passé. Ça a été un galop d'essai. Son ennemi, c'est pas l'Ukraine. Son ennemi, c'est, il l'a répété, et inspirez-vous des doctrines de l'OTAN, son ennemi, c'est l'OTAN et c'est les États-Unis. Pour lui, l'Ukraine, c'est un galop d'essai qui s'est mal passé, comme pour Staline, la campagne d'hiver en 1939 contre la Finlande. Mais les Russes ne se découragent pas. Donc il va se dire, nous, on a des ressources. Bon, il en a moins qu'avant, évidemment, mais il y a des ressources qui sont non engagées. Et si vous voulez, je l'avais dit sur un précédent plateau, les 140 000 hommes qui sont en train de... Je me souviens de collègues qui avaient dit sur les plateaux, il va envoyer directement ces 300 000 hommes à la boucherie ukrainienne. Non, non, non. Il en a envoyé 140 000, il fait des relèves, et les autres, ils s'entraînent. Ils s'entraînent avec du matériel qui n'a pas été engagé. Alors, deux choses une, soit son langage avec les États-Unis porte en cette période où son ennemi du terrain est actuellement chez les Américains, et donc les Américains vont dire à Zelensky... Bon, nous, on ne tient pas à assumer votre combat quand même. Hein. Donc il va falloir vous arrêter un peu. Là, on vous le dira. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il se prépare à une guerre contre l'OTAN. Pour moi, il n'a pas parlé de l'Ukraine une seule fois. Il a parlé de la doctrine de l'OTAN. Il a dit aux Soviétiques... C'est vrai qu'il a pas prononcé. Je vous coupe un instant, parce que c'est important ce que vous dites, colonel.
comment on fait la guerre à l'OTAN? Eh bien, tout simplement en l'intimidant, comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il a bien vu que l'OTAN, contrairement à ce que pouvaient dire, y compris certains de nos hommes politiques, et pas des moindres, que l'OTAN était en mort cérébrale. Eh bien non, moi j'y ai servi un certain nombre d'années. L'OTAN n'est pas en mort cérébrale. L'OTAN, ce sont des pays qui travaillent avec des procédures, dans une langue qui est l'anglais, ça plaît ou ne plaît pas, notamment en France. Et ce sont des pays où, là, il n'y a pas de discussion. Il y a un chef qui est le chef américain, le chef opérationnel américain, et ensuite... Militairement, j'entends, hein, je ne parle pas de... Mais ça veut dire que Poutine peut avoir des actes d'agression s'il veut être en guerre contre l'OTAN? Il prévient, il le peut, oui, il a 6000 missiles. Il a 6000 missiles. C'est monsieur 6000 missiles. Voilà, c'est la première puissance nucléaire actuellement. Conventionnellement, il ne va pas s'amuser à aller attaquer la Pologne. Mais si, par exemple, les Ukrainiens vont trop loin... par exemple à Sébastopol ou ailleurs, il va dire attention. Donc en fait, je pense qu'il y a un langage. En fait, ce discours est un discours qui a deux audiences. Une audience interne, les militaires. Il leur a dit il y a des choses qui ne sont pas dignes de vos anciens. Il parle de la guerre de 1812 et de la Grande Guerre patriotique. Voilà, c'est les deux exemples qu'il a cités. C'est pas digne de vos anciens. Vous vous êtes mal comportés. Il y a eu des fautes. Bon, effectivement, on l'a signalé, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Le 30 avril, le fameux jour où Gerasimov a failli être tué, et où ils ont tué le chef de la guerre électronique russe, là, effectivement, ça n'a pas été très bon. Il y a des domaines où les Russes ne sont pas, et beaucoup moins performants que les Occidentaux, on le sait, c'est les domaines de l'informatique, les domaines de tout ce qui concerne la 4e dimension, et notamment les domaines de la cyber. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Nous évoquerons aussi une autre ambiance, le départ de Volodymyr Zelensky pour les États-Unis. L'image sera historique ce soir. Il doit